De l'origine des masques chirurgicaux à l'histoire incroyable et passionnante de la fabrication de M&M's, voici plusieurs choses que vous ne saviez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les M&M's sont l'une des marques de confiserie les plus appréciées du monde. Savez-vous comment est née l'idée de ces dragées de chocolat si populaires? Nous allons le voir ensemble. L'histoire des M&M's, créée il y a environ 100 ans, est surprenante. La marque M&M's doit le jour à l'homme d'affaires américain Forrest Edward Mars. Dans les années 1930, il était en voyage en Espagne. À l'époque, le pays était en proie à la guerre civile. Forrest Mars fréquentait les soldats américains et il fit une observation toute simple. Ces soldats se nourrissaient d'une mixture chocolatée qui ne fondait pas sous le soleil parce qu'elle était recouverte d'une coque de sucre. Dès lors, l'idée de proposer sur le marché des bonbons enrobés de sucre dur germa dans son esprit. Ces bonbons ne fondraient ni dans la main ni dans la poche des soldats. De retour aux États-Unis, il fonda la marque M&M's, composée de l'initiale de son nom et de celle de son associé, Mars & Murray's. Les soldats américains en raffolèrent et ils en consommèrent beaucoup durant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les emballages ne ressemblaient pas du tout à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les bonbons étaient vendus dans des tubes en carton. Plus tard, ils furent commercialisés à grande échelle. Les M&M's eurent tant de succès que des marques concurrentes avaient entrepris de les imiter. Pour pallier cet inconvénient, Forrest Mars pensa à ajouter le M sur les billes de chocolat comme signe distinctif. Un autre événement heureux favorisa l'invention de Forrest Mars, l'essor de la télévision en 1950. Celui-ci permit une grande publicité et la marque M&M's fut alors connue de tous les Américains. Tout sourit à Forrest Mars qui sut faire prospérer son idée jusqu'au bout. À la fin de sa vie, sa fortune était estimée à 4 milliards de dollars. Mais une chose vient gâter ce beau conte. En effet, la marque M&M's a fait l'objet de controverses relativement aux colorants qui la composent. Certes, ceux-ci ont changé à travers les époques, ce n'est plus aussi nocif qu'auparavant. Mais aujourd'hui encore, les M&M's contiennent des constituants chimiques réputés cancérigènes. Par exemple, le dioxyde de titane qui fait briller la coque. Mais la dangerosité de ces éléments ne justifie pas une interdiction de l'Union européenne. En effet, les colorants les plus nuisibles ont déjà été remplacés par le passé, et l'invention de Forrest Mars a encore de beaux jours devant elle. Nous allons à présent parler de l'objet le plus courant et le plus prisé du monde, le billet de banque. Si la monnaie de papier possède une histoire riche, la manière dont elle est fabriquée n'est pas moins intéressante. Un petit mot sur son origine. On s'accorde à penser que la monnaie de papier a été pour la première fois utilisée en Chine, il y a plus d'un millénaire. Ces billets simplifiaient les transactions et évitaient aux négociants de s'encombrer avec des masses d'objets lourds et précieux. Le fond de l'utilité des billets de banque n'a pas changé depuis. Durant les temps modernes et contemporains, la monnaie de papier fut très utilisée. Même si sa forme et sa valeur ont connu des changements et des évolutions énormes, une chose demeure inchangée. Les producteurs officiels des billets veulent qu'ils soient durables et inimitables. Pour cela, il faut un processus de fabrication tel qu'il soit impossible aux particuliers de reproduire ces billets. À défaut donc d'éradiquer la contrefaçon, il est du moins possible de rendre la tâche extrêmement compliquée aux faux monnayeurs. Mais tout d'abord, de quelle matière est constitué le billet de banque? Vous pourriez penser que c'est du papier, mais en réalité, il s'agit presque exclusivement de fibres de coton. Heureusement d'ailleurs, car c'est ce qui leur confère cette texture résistante. Si les producteurs avaient utilisé du papier, les billets de banque n'auraient pas fait long feu. En effet, ils se seraient facilement déchirés et décolorés, tandis que les coupures actuelles, fermes et luisantes, ont une durée de vie importante. Elles peuvent être pliées des milliers de fois sans se déchirer. Leur fabrication comprend plusieurs étapes et c'est bien plus complexe que vous ne pensez. En effet, c'est une série de procédés techniques qui va de l'offset jusqu'à la sérigraphie et qui inclut comme touche finale des encres à effets spéciaux. C'est ce qui fait que les billets changent de couleur selon le point de vue de l'observateur. Les détails précis de l'impression des billets sont gardés secrets et la contrefaçon n'est pas à la portée du premier venu. Mais l'éradication de la fausse monnaie est un rêve improbable. En 2018, par exemple, il circulait dans la zone euro plus de 20 milliards de faux billets, représentant une valeur de plus de 1000 milliards. Cependant, cela pourrait être pire si la conception des billets n'était pas si complexe. Parfois, sans raison précise, vous vous posez des questions sur un sujet quelconque. Les interrogations naissent spontanément dans votre esprit. Vous êtes pris de curiosité pour des choses ordinaires. Vous feuilletez un magazine automobile et vous vous demandez comment sont faits les pneus. Vous souhaitez savoir comment est fabriqué cet élément indispensable à tout véhicule? Alors, vous faites de petites recherches et vous découvrez que le sujet est plus intéressant que vous ne pensiez. Le pneu est constitué de plus de 200 matières premières, dont la principale est, comme vous vous en doutez, le caoutchouc. Il y a le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique. Celui-ci est le composant le plus important. Après ces éléments de nature élastique, qu'on appelle les élastomères, il y a les charges renforçantes. Parmi elles se trouve l'élément qui donne aux pneus leur résistance et leur couleur noire, à savoir le noir de carbone.
mais entre aussi dans la composition d'un pneu la silice qui assure l'adhérence au sol, ainsi que des solvants et de la résine, des éléments métalliques et textiles. Vous ne vous seriez pas douté qu'un pneu contenait tant de choses. En effet, c'est un monde de composants et pour chaque pneu, il faut un dosage extrêmement précis, même si bien sûr, chaque producteur apporte sa petite touche spéciale. Bref, le processus de fabrication est un défi pour les industries. Grâce à toutes ces informations, vous avez un peu satisfait votre curiosité et maintenant vous en savez un peu plus sur la nature du pneu. Les cahiers scolaires que vous remplissez peut-être chaque jour comportent une particularité à laquelle vous vous êtes parfaitement habitué, les marges présentes sur chaque feuille. En examinant les pages de votre cahier rempli de notes, vous vous demandez pourquoi il y a toujours cet espace sur le côté gauche de chaque feuille. Vous souhaiteriez bien percer ce mystère. En classe, vous prenez le risque de poser cette question, peut-être stupide, à votre professeur. Vous pensez certainement que les marges sont aménagées pour vous permettre de noter les dates de vos cours ou pour que les enseignants puissent inscrire des remarques. Il n'en est rien. L'origine des marges est surprenante. Votre professeur est cultivé et connaît le mot de ce mystère. Les marges sur le côté des feuilles sont présentes depuis le Moyen-Âge. À l'époque, les rats infestaient la ville et ils étaient très nombreux dans les universités. Ils avaient une fâcheuse tendance à grignoter les bouts de papier. Ce phénomène nuisait beaucoup à la conservation des écrits. L'espace vierge sur le côté servait donc à protéger les notes manuscrites, car les rats dévoraient en commençant par les extrémités de papier. En apprenant tout cela, vous êtes sûrement surpris et amusé. L'usage de placer des marges n'avait pas d'autre utilité. Au fil des âges, cette habitude s'est confortée. Peut-être que les marges ont été perçues comme une chose esthétique et qu'on a décidé de les conserver. Vous ne vous attendiez certainement pas à cette explication sur l'origine des marges de vos cahiers. Vous avez probablement remarqué que le boutonnage des vêtements féminins différait de celui des vêtements masculins. Par exemple, les chemises masculines s'ouvrent vers la droite et celles des femmes vers la gauche. Cette symétrie a de quoi susciter la curiosité. L'origine de cette distinction remonte à une époque relativement lointaine. Oui, le bouton a une histoire très ancienne, et il fut d'abord un élément de couture esthétique avant d'avoir l'utilité qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir la fixation du vêtement. À partir du XIIIe siècle, les boutons servaient à maintenir les manches de chemise. Et quand les chemises sont devenues en vogue, sous le règne de Louis XIV, le bouton devient un élément de mode primordial dans l'aristocratie. Les boutons étaient parfois agrémentés de bijoux, un peu comme les montres de luxe de nos jours. À cette époque, les dames nobles étaient habillées par des servantes, et il était plus commode pour celles-ci que les boutons soient à leur droite. Mais, diriez-vous, les hommes de haut rang avaient aussi des valets? Louis XIV, par exemple, se faisait habiller par plusieurs officiers domestiques, c'est vrai. Mais la plupart du temps, les nobles et courtisans s'habillaient par eux-mêmes. Leurs valets se bornaient à préparer les habits et à ajuster les accessoires. Aujourd'hui, pour une raison ou une autre, cet usage est devenu une règle universelle respectée par tous les stylistes. Le mystère du boutonnage distinct, selon que le vêtement est masculin ou féminin, est maintenant dissipé. Le clavier d'ordinateur fait aussi partie des objets les plus familiers de votre quotidien. Vous savez écrire les yeux fermés tant la disposition des touches vous est connue, mais connaissez-vous la raison de la répartition de ces touches sur le clavier? Il faut remonter aux premières machines à écrire. Les touches étaient disposées dans l'ordre alphabétique. Si cet ordre semble logique, il comportait néanmoins des inconvénients. Quand on pressait trop vite deux touches voisines, les tiges métalliques qui reliaient chacune s'entrechoquaient. Ce n'était pas commode. Il fallait donc qu'il y ait le plus de distance possible entre les lettres les plus souvent employées côte à côte. D'où est né le clavier AZERTY qu'on connaît aujourd'hui. Si vous pensez que le clavier alphabétique aurait été préférable, détrompez-vous car dans ce cas vous utiliseriez bien plus souvent la main gauche que la droite. Voilà donc l'origine étonnante du clavier AZERTY. C'est une solution de commodité née de la statistique. Wu Lien-te est un médecin d'origine malaisienne, né en 1879, à l'époque où le pays était sous l'empire colonial britannique. Il étudia la médecine et se révéla un élève très brillant. À la fin de ses études, il devint médecin et chercheur et s'intéressa beaucoup aux pathologies dangereuses. Mais son intérêt principal, c'était la santé publique. Il venait en aide aux opiomanes, en créant des associations de lutte contre la toxicomanie. Et tout en soignant ses patients, il cherchait les causes et les remèdes de maladies graves, telles que le beriberi. En 1910, il fut appelé en Mandchourie, territoire asiatique, pour étudier de près une maladie terrifiante et inconnue qui tuait toutes les personnes atteintes. C'était la fameuse peste de Chine qui a pris naissance à Hong Kong et qui s'est propagée dans tous les continents. Si l'histoire a retenu les noms de grands savants dont les lumières ont permis d'expliquer et de combattre ce fléau, Wu Lien-te n'a pas hérité de la même gloire. Pourtant, il faut lui faire honneur. Wu Lien-te fut l'un des premiers à établir ce fait nouveau. Il avait découvert lors d'une autopsie que la peste pulmonaire se transmettait par voie aérienne. Il conseilla donc au gouvernement de faire adopter des mesures que l'on connaît très bien aujourd'hui. Par exemple, la distanciation sociale, la quarantaine et la désinfection des surfaces. Mais surtout, il se mit en devoir de fabriquer un masque qui protégerait efficacement les patients et les soignants. On utilisait surtout à l'époque un masque facial qui comportait une seule couche. Wu Lien-te en a rajouté plusieurs pour mieux filtrer l'air.
Ce progrès a donc permis la conception des masques actuels. Par son travail généreux et novateur, Wu Lien-te a sauvé des milliers de vies. Il était plus qu'un scientifique, c'était un bienfaiteur. En effet, il soignait gratuitement les patients qui venaient en très grand nombre à son cabinet. Quand l'épidémie cessa, son génie fut salué et reconnu par ses pairs en Chine et dans le monde. Cependant, durant sa vie et comme tous les hommes de génie, il a vécu de petites injustices pénibles comme par exemple le racisme. À la fin de ses études, il n'eut pas le droit d'occuper des postes éminents réservés exclusivement aux Britanniques au sein des territoires colonisés. Plus tard, quand il sut comment se prémunir de la peste et qu'il s'avisa de conseiller des agents de santé, un médecin français lui a ri au nez en disant « Que pouvons-nous attendre d'un Chinois ?» Une dernière injustice fut l'oubli qui a enveloppé son œuvre scientifique et humanitaire. Mais la situation tend à s'inverser. Pour le 142e anniversaire de sa naissance, Google a honoré sa mémoire. Ainsi se termine notre vidéo. Vous avez pu découvrir de nombreux faits étonnants à propos d'objets qui, bien que banals, possèdent une histoire intéressante qu'on n'aurait jamais devinée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mentionner dans la section des commentaires vos impressions. Laquelle de ces choses que vous ignoriez vous surprend le plus? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.